La politique d'Aristote, livre 3e, chapitre 10. Sommaire de ce chapitre. Suite de la théorie de la royauté. Les 5 espèces peuvent être réduites à 2 principales. De la royauté absolue, vaut-il mieux remettre le pouvoir à un seul individu qu'à des lois faites par des citoyens éclairés et honnêtes? Argument pour et contre la royauté absolue. L'aristocratie lui est très préférable. Causes qui ont amené l'établissement et ensuite la ruine des royautés. L'hérédité du pouvoir royal n'est pas admissible. De la force publique mise à la disposition de la royauté. Nous n'avons réellement à considérer que 2 formes de la royauté, la 5e dont nous venons de parler et la royauté de Lacédémone. Les autres se trouvent comprises entre ces 2 extrêmes et sont ou plus restreintes dans leur pouvoir que la monarchie absolue, ou plus étendues que la royauté de Sparte. Nous nous bornerons donc aux 2 points suivants. D'abord, est-il utile ou funeste à l'État d'avoir un général perpétuel, qui soit d'ailleurs héréditaire ou électif? En second lieu, est-il utile ou funeste à l'État d'avoir un maître absolu? La question d'un généralat de ce genre est un objet de loi réglementaire bien plutôt que de constitution, puisque toutes les constitutions pourraient également l'admettre. Je ne m'arrêterai donc point à la royauté de Sparte. Quant à l'autre espèce de royauté, elle forme une espèce de constitution à part. Je vais m'en occuper spécialement et parcourir toutes les questions qu'elle peut faire naître. Le premier point dans cette recherche est de savoir s'il est préférable de remettre le pouvoir à un individu ou de le laisser à de bonnes lois. Les partisans de la royauté qui la trouvent si bienfaisante prétendront sans nul doute que la loi, ne disposant jamais que d'une manière générale, ne peut prévoir tous les cas accidentels, et que c'est déraisonné que de vouloir soumettre une science quelle qu'elle soit à l'empire d'une lettre morte, comme cette loi d'Égypte qui ne permet aux médecins d'agir qu'après le 4e jour de la maladie et qui les rend responsables s'ils agissent avant ce délai. Donc, évidemment, la lettre et la loi ne peuvent jamais, par les mêmes motifs, constituer un bon gouvernement. Mais d'abord, cette forme de disposition générale est une nécessité pour tous ceux qui gouvernent, et l'emploi en est certainement plus sage dans une nature exempte de toutes les passions que dans celle qui leur est essentiellement soumise. La loi est impassible. Toute âme humaine, au contraire, est nécessairement passionnée. Mais, dit-on, le monarque sera plus apte que la loi à prononcer dans les cas particuliers. On admet alors évidemment qu'en même temps qu'il est législateur, il existe aussi des lois qui cessent d'être souveraines là où elles se taisent, mais qui le sont partout où elles parlent. Dans tous les cas où la loi ne peut pas du tout prononcer, ou ne peut pas prononcer équitablement, doit-on s'en remettre à l'autorité d'un individu supérieur à tous les autres, ou à celle de la majorité? En fait, la majorité aujourd'hui juge, délibère et lit dans les assemblées publiques, et tous ces décrets se rapportent à des cas particuliers. Chacun de ces membres, pris à part, est inférieur peut-être si on le compare à l'individu dont je viens de parler. Mais l'État se compose précisément de cette majorité, et le repas où chacun fournit son écho est toujours plus complet que ne le serait le repas isolé d'un des convives. C'est là ce qui rend la foule, dans la plupart des cas, meilleur juge qu'un individu quel qu'il soit. De plus, une grande quantité est toujours moins corruptible, comme l'est par exemple une masse d'eau, et la majorité est de même bien moins facile à corrompre que la minorité. Quand l'individu est subjugué par la colère ou toute autre passion, il laisse de toute nécessité fausser son jugement, mais il serait prodigieusement difficile que, dans le même cas, la majorité tout entière se mette en fureur ou se trompe. Comprennent d'ailleurs une multitude d'hommes libres ne s'écartant de la loi que là où nécessairement la loi doit être en défaut, bien que la chose ne soit pas aisée dans une masse nombreuse. Je peux supposer toutefois que la majorité s'y compose d'hommes honnêtes comme individus et comme citoyens.
Je demande alors si un seul sera plus incorruptible, ou si ce n'est pas cette majorité nombreuse mais probe. Ou plutôt l'avantage n'est-il pas évidemment à la majorité? Mais, dit-on, la majorité peut s'insurger, un seul ne le peut pas. On oublie alors que nous avons supposé à tous les membres de la majorité autant de vertus qu'à cet individu unique. Si donc on appelle aristocratie le gouvernement de plusieurs citoyens honnêtes, et royauté le gouvernement d'un seul, l'aristocratie sera certainement pour les États très préférable à la royauté, que d'ailleurs son pouvoir soit absolu ou ne le soit pas, pourvu qu'elle se compose d'individus aussi vertueux les uns que les autres. Si nos ancêtres se sont soumis à des rois, c'est peut-être qu'il était fort rare alors de trouver des hommes supérieurs, surtout dans des États aussi petits que ceux de ce temps-là. Ou bien, s'ils n'ont fait des rois que par pure reconnaissance, gratitude qui témoigne en faveur de nos pères, mais quand l'État renferma plusieurs citoyens d'un mérite également distingué, on ne put souffrir plus longtemps la royauté. On chercha une forme de gouvernement où l'autorité puisse être commune, et on établit la République. La corruption amena des dilapidations publiques et créa fort probablement, par suite de l'estime toute particulière accordée à l'argent des oligarchies. Celles-ci se changèrent d'abord en tyrannie, comme les tyrannies se changèrent bientôt en démagogie. La honteuse cupidité des gouvernants, tendant sans cesse à restreindre leur nombre, fortifia d'autant les masses qui purent bientôt renverser les oppresseurs et saisir le pouvoir pour elles-mêmes. Plus tard, l'accroissement des États ne permit guère d'adopter une autre forme de gouvernement que la démocratie. Mais nous demandons à ceux qui vantent l'excellence de la royauté quel sort ils veulent faire aux enfants des rois. Est-ce que par hasard eux aussi devront régner? Certes, s'ils sont tels qu'on en a vu, cette hérédité sera bien funeste. Mais, dira-t-on, le roi sera maître de ne point transmettre le pouvoir à sa race. La confiance est ici bien difficile. La position est fort glissante et ce désintéressement exigerait un héroïsme qui est au-dessus du cœur humain. Nous demanderons encore si, pour l'exercice de son pouvoir, le roi qui prétend dominer doit avoir à sa disposition une force armée capable de contraindre les factieux à la soumission. Ou bien, comment pourra-t-on assurer son autorité? En supposant même qu'il règne suivant les rois et qu'il ne leur substitue jamais son arbitre personnel, encore faudra-t-il qu'il dispose d'une certaine force pour protéger les lois elles-mêmes. Il est vrai que pour un roi si parfaitement légal, la question peut se résoudre assez vite. Il doit avoir certainement une force armée, et cette force armée doit être calculée de façon à le rendre puissant, de façon à le rendre plus puissant que chaque citoyen en particulier, ou qu'un certain nombre de citoyens réunis, mais de façon aussi à le rendre toujours plus faible que la masse entière. C'est dans cette proportion que nos ancêtres réglaient les gardes quand ils les accordaient en remettant l'État aux mains d'un chef qu'ils nommaient Asimneth ou d'un tyran. C'est encore sur cette base, lorsque Denis demanda des gardes, qu'un Syracusain dans l'assemblée du peuple conseilla de lui en accorder.